Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer, je pense, déjà notre échange. Je vais parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut préparer un projet entrepreneurial en étant étudiant? Je vais répartir mes idées sur 3 points. Tout d'abord, on va essayer de parler des objectifs. On va tout d'abord se fixer des objectifs en tant qu'étudiant. Quels sont nos objectifs après les études et même pendant les études? Une fois qu'on s'est fixé des objectifs, nous allons voir qu'est-ce qu'il faudra assimiler, quelles sont les connaissances indispensables, ou bien quelles sont les connaissances qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et vers la fin, nous allons parler de l'environnement. Il faudra en fait connaître son environnement pour pouvoir entreprendre. Et là, il y a deux façons de le faire, soit de descendre sur le terrain, soit de s'apprêter même avant de commencer son projet. Donc, nous allons parler sur ces 3 points-là, la fixation des objectifs, les notions à assimiler, quelles sont les compétences à assimiler, et par la suite, vers la fin, nous allons parler de la découverte de notre environnement. Donc voilà les points que nous allons aborder aujourd'hui. Pour commencer, en ce qui concerne les objectifs, il y a Brian Tracy qui dit, j'ai en fait mon ordinateur qui est là, j'ai écrit une de ces citations qui stipule que consigner vos objectifs sur papier augmente vos chances de les atteindre de 1000%. En fait, si vous avez des objectifs, si vous voulez réaliser quelque chose, si vous avez un but à atteindre, le fait de consigner cela augmente votre chance d'atteindre ces objectifs de 1000%. Pourquoi? Parce que lorsque vous consignez votre objectif, vous allez pouvoir le raffiner, vous allez pouvoir l'étudier. Et c'est de cette façon-là que vous pourrez par la suite atteindre vos objectifs. Il y a pas mal de personnes qui ont des idées, qui ont des rêves, mais ils les oublient tout de suite. Mais si une personne commence à consigner ses objectifs, ses idées, et commence à étudier de près les objectifs, les idées qu'il a fixées, qu'il a eues, et met en place un plan pour atteindre ces objectifs-là, il pourra les atteindre. Il y a même un dicton qui est beaucoup plus populaire qui dit en fait tout le monde a des idées lorsqu'il se douche. Seulement qu'en sortant, il y a ceux qui vont oublier leurs idées en sortant, il y a ceux qui vont les réaliser par la suite. Donc, consignez vos idées, essayez de les écrire, essayez de les transcrire, essayez de les développer et essayez de mettre en place une stratégie pour réaliser vos objectifs. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, oui. J'ai des écrans. Là, c'est en ce qui concerne le fait de consigner ses objectifs. Et il y a même Abraham Lincoln qui dit concernant la fixation d'objectifs, en fait, il dit si vous êtes déterminé à devenir avocat, si vous décidez de devenir un avocat, si vous êtes déterminé à devenir avocat, vous avez fait plus de la moitié du chemin. Sachez que votre volonté de réussir est plus importante que tout. En fait, le fait que vous fixez un objectif, vous voulez être un avocat, vous voulez créer un cabinet d'avocats, vous voulez créer une entreprise en audit comptable, vous voulez créer une entreprise d'ingénierie. Le fait que vous fixez un objectif, vous avez déjà terminé ou bien achevé plus de la moitié de l'atteinte de votre objectif. Là, c'est selon Lincoln Abraham, et ça revient à la même chose. En fait, lorsque vous consignez votre objectif, vous allez commencer à raffiner votre objectif, vous allez continuer à mettre en place une stratégie pour atteindre votre objectif. Et là, ça fait partie des choses essentielles qu'il faudra prendre en compte dans toute votre vie, que ce soit pour les études, pour le monde entrepreneurial et même pour votre développement personnel aussi. Maintenant qu'on s'est fixé un objectif, ou bien qu'on s'est fixé des objectifs, il faudra les raffiner, c'est-à-dire étudier votre objectif. Moi, par exemple, j'aimerais être une référence dans tel domaine, dans tel pays ou bien dans telle zone. Qu'est-ce qu'il me faudra comme connaissance ou bien comme compétence à assimiler? Ce qui nous mène au deuxième point. En fait, on n'est pas censé connaître tous les savoirs du monde pour pouvoir entreprendre, et on n'est pas aussi savant, mais on le devient. C'est des choses qu'on peut acquérir à tout moment. Donc, dès que vous vous êtes fixé des objectifs, essayez de décortiquer qu'est-ce qu'il vous faudra comme compétences qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et là, il y a deux types de compétences. Il y a les compétences techniques dans les domaines sur lesquels vous étudiez ou bien dans les domaines sur lesquels vous allez entreprendre. Et il y a aussi les compétences qui vous seront nécessaires dans le domaine entrepreneurial, que ce soit les qualités d'un entrepreneur, que ce soit la réalisation d'un business plan pour chercher du financement par la suite,
que ce soit la rédaction de vos rapports, si vous ferez par exemple partie d'un groupe, si vous avez créé une société qui va appartenir à un grand groupe par exemple, il vous faudra des documents à réaliser au fur et à mesure. Et tout cela, c'est à vous de chercher à le savoir. Vous n'allez pas trouver ça à l'école, bien malheureusement. C'est à vous d'apprendre cela personnellement. Et les choses que je peux citer ici comme connaissances à assimiler dans le domaine entrepreneurial, par exemple, comment est-ce qu'on peut évaluer une idée si elle est rentable ou non? Là, c'est à vous de chercher sur Internet ou bien dans les livres ou bien à travers vos amis pour savoir comment est-ce qu'on peut évaluer si une idée est rentable ou non. Comment est-ce qu'on peut réaliser une étude de marché? Comment est-ce qu'on peut réaliser un business plan? Comment est-ce qu'on peut convaincre un client? Comment est-ce qu'on peut chercher des fournisseurs? Tout ça, c'est des connaissances que vous allez vous-même chercher à assimiler. Et le moment venu, lorsque vous allez lancer votre entreprise, vous serez déjà prêt. Les connaissances techniques, ça dépend de votre domaine en fait. Si vous êtes dans le génie civil, il vous faudra des connaissances techniques, que ce soit dans le BTP ou bien dans les travaux, dans les bâtiments ou bien dans tout ce qui est pilotage des chantiers. Si vous êtes dans le droit, dans le domaine de tout ce qui est droit ou bien tout ce qui est avocat, dans n'importe quel domaine, c'est à vous de préciser quelles sont les compétences techniques indispensables dans ce domaine-là qu'il vous faudra pour pouvoir entreprendre par la suite et pour que vous puissiez être différent des autres. Il faudra que vous vous distinguiez pour que vous puissiez gagner le marché et pour que vous puissiez vous démarquer des autres dans le marché. Et il y a aussi des qualités des entrepreneurs qu'il faudra développer avec le temps. En fait, les entrepreneurs ont des qualités, par exemple le leadership que vous pouvez développer, il y a l'esprit de créativité. Comment est-ce que vous allez proposer des produits qui seront des qualités par rapport aux autres produits? Vraiment, il y a des gens qui nous ont rejoints par la suite. Je ne sais pas si vous avez pu prendre la file. En fait, j'ai parlé du but, comment est-ce qu'on peut fixer un but. Et là, je parle actuellement des compétences qu'il faudra assimiler une fois que vous vous êtes fixé des objectifs. Donc, pour les compétences, j'ai parlé des compétences entrepreneuriales, que ce soit la réalisation d'une étude de marché, que ce soit la vérification d'une idée si elle est rentable ou non, et aussi les qualités d'un entrepreneur qu'il faudra développer. Chaque personne a des qualités et des défauts. Un entrepreneur a des qualités qu'il faudra absolument avoir. Par exemple, le leadership, un entrepreneur doit avoir un esprit de leadership. Il doit avoir l'esprit d'écoute, il doit être créatif. À chaque fois, lorsqu'il propose un produit, son produit doit être attirant, doit être différent des autres. Il doit aussi avoir un esprit de persévérance. S'il rencontre des difficultés, il doit persévérer, il doit continuer son chemin, il ne doit pas reculer. Il doit aussi savoir que l'échec n'est pas permanent, il est juste temporaire, et qu'il doit aussi savoir que tous ceux qui ont réussi, ils ont dû travailler, et dans le travail aussi, il y a pas mal de critères qu'il faudra prendre en compte. Il faut travailler dur, il faut travailler dans la durée, il faut travailler intelligemment, et il ne faut pas s'attendre à ce que le travail va vous permettre de gagner beaucoup d'argent juste en une semaine ou bien en 2 semaines, mais il faudra persévérer dans le travail. Donc toutes ces qualités-là sont à assimiler en étant étudiant, bien évidemment. Et l'idéal, c'est d'apprendre aussi à travers les histoires de succès. Vous pouvez trouver sur YouTube, par exemple, ou bien sur TEDx. TEDx aussi, c'est un site très intéressant et c'est une application. Vous pouvez trouver des histoires de succès, pas mal d'entrepreneurs qui vont vous raconter comment est-ce qu'ils ont réussi leur projet et quels sont les échecs qu'ils ont dû subir. Donc tout cela va vous permettre d'acquérir des compétences que je peux qualifier des transversales et qui sont indispensables pour toute personne qui veut entreprendre dans n'importe quel domaine. Une fois que vous avez assimilé toutes ces compétences-là, il vous faudra par la suite découvrir votre environnement. Et lorsque je parle d'environnement ici, c'est l'environnement là où vous allez mettre en place votre entreprise. Si vous voulez créer une entreprise en Afrique, sur toute l'étendue de l'Afrique, vous allez devoir chercher à savoir, avoir des informations sur tous les pays d'Afrique, quelles sont les réglementations, quelles sont les manières de passation de marchés privés, publics, tout ça. Vous devrez assimiler cela. Vous devrez aussi chercher à savoir quelles sont les réglementations qui sont en cours. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur des télécoms, il y a des institutions qui élaborent des lois
avec les parlements de leurs pays respectifs. Et ces réglementations-là sont indispensables à savoir. Il faudra que vous, les, vous en prenez connaissance. Il y a aussi des connaissances concernant votre environnement dans le marché. Comment est-ce que le marché fonctionne? Est-ce qu'il y a une monopolisation du produit que vous voulez mettre dans le marché ou bien du service que vous voulez mettre dans le marché à la disposition de votre future clientèle? Quelles sont les pratiques de vos clients? Par exemple, si vous voulez vous installer au Tchad, vous devrez savoir comment est-ce que vos concurrents gagnent leur marché. Là, ce n'est pas pour faire comme eux, mais pour vous démarquer et pour voir si vos principes vous permettent de faire comme eux ou non. Il faudra aussi que vous compreniez comment est-ce que la société fonctionne. Par exemple, si vous entreprenez dans le pays dans les pays du CEMAC ou bien les pays d'Afrique, lorsque vous voulez rencontrer un investisseur ou bien lorsque vous voulez rencontrer un client, quels sont les types de cadeaux à lui proposer, tout ça, ça fait partie de la société en fait, qu'il faudra assimiler. Comment est-ce qu'il salue les autres, comment est-ce qu'il se comporte avec les autres, tout ça c'est des connaissances concernant la société et concernant l'environnement de votre futur lieu d'activité qu'il faudra assimiler. Donc j'ai parlé de la fixation d'abord des objectifs. Il faudra fixer vos objectifs, par la suite les transcrire dans un document et essayer de raffiner vos objectifs si vous voulez entreprendre dans n'importe quel domaine. Écrivez ça dans un document, raffinez votre idée, mettez en place une stratégie pour atteindre vos objectifs. Une fois que vous êtes fixé des objectifs, il faudra par la suite assimiler des connaissances dans la technicité, dans le domaine technique sur lequel vous voulez entreprendre et aussi dans le domaine managérial ou bien entrepreneurial qu'il faudra aussi assimiler. Objectif plus connaissance, par la suite c'est l'environnement. Il faudra avoir une idée concrète de votre environnement pour que vous vous lancez par la suite en tant qu'entrepreneur. Maintenant, moi par exemple, pour mon cas, lorsque j'étais en Tunisie, on a une matière qui s'appelle culture d'entreprise. C'est juste un module qu'on a commencé à étudier à partir du troisième semestre. Et moi, j'ai commencé à aimer l'entrepreneuriat à partir de ces jours-là. J'ai continué à exceller dans ce module. Par la suite, l'enseignant qui m'a vu que j'étais intéressé par cette matière, il m'a proposé de suivre une formation dans une pépinière d'entreprise. Je ne sais pas si en Algérie, vous avez des pépinières d'entreprise ou non. Les pépinières d'entreprise, c'est des structures étatiques qui font partie de l'État et dont leur objectif est de former les jeunes pour entreprendre. En général, ils reçoivent chaque mois ou bien chaque semaine entre 2 et 8 personnes. Ils les forment et ils leur proposent aussi pour ceux qui ont des projets rentables, quoi. Ils leur proposent aussi des locaux, ils leur proposent aussi des financements pour qu'ils puissent se lancer, quoi. Donc j'ai suivi une formation de 5 jours dans une pépinière d'entreprise et à partir de là, j'ai lancé mon entreprise, j'ai créé mon entreprise tout en continuant mes études. C'est ainsi que j'ai pu travailler pendant 3 années en étant étudiant en Tunisie. Juste après ma licence, j'ai lancé mon entreprise et j'ai continué pour faire mon diplôme d'ingénieur pendant 3 ans. Donc j'ai pu gagner pas mal de projets. J'ai travaillé pour des ambassades du Tchad. J'ai travaillé aussi pour pas mal d'entreprises tchadiennes. Pour la découverte de l'environnement, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai découvert l'environnement tchadien juste via Internet. J'ai cherché, il y avait un site qui s'appelle Les Pages Jaunes, sur lequel il y a pas mal d'entreprises tchadiennes. J'ai trouvé le nom de l'entreprise, je faisais des recherches sur l'entreprise et parfois ils mettent l'adresse mail de l'entreprise. J'ai contacté l'entreprise, j'ai cherché des amis s'ils connaissent cette entreprise ou non. Et de cette manière-là, j'ai pu entrer avec pas mal d'entreprises pour lesquelles j'ai pu gagner des projets. Pareil pour les ambassades aussi, j'ai réalisé le premier site, c'était le site de l'ambassade du Tchad en Algérie et en Tunisie. C'était à l'époque de Matar Breme. C'était un projet, en fait, j'étais même pas présent lors de l'échange entre les étudiants tchadiens en Tunisie et l'ambassadeur. Mais c'était un ami qui avait proposé à l'ambassadeur qu'il y a un Tchadien qui s'appelle Mostafa qui veut développer le site de l'ambassade gratuitement. L'ambassadeur avait accepté, je l'ai rencontré par la suite, j'ai fait le travail. L'ambassade par la suite m'a envoyé environ 600 € pour m'acheter un ordinateur sous forme de cadeau. Et l'ambassade par la suite m'a recommandé aux autres ambassades en fait. Il m'a recommandé à l'ambassade du Tchad en Belgique, celle d'Éthiopie et celle de New York aussi. À l'époque, celle de New York était dirigée par l'actuel ministre des Affaires étrangères.
Et de cette façon-là, j'ai pu leur développer tous leur site web. J'étais pas exigeant en termes de prix parce que je voulais avoir des références. Donc là aussi, ça fait partie des barrières en fait en général. Si vous créez votre entreprise, il y a ce qu'on appelle des barrières d'entrée dans le marché. Il y a d'autres personnes qui sont là devant vous, qui ont des réalisations. Vous venez, vous voulez proposer un service ou bien un produit. Les gens vont vous demander, mais pourquoi je vais accepter votre service ou bien pourquoi je vais prendre votre produit. Pourtant, il y a d'autres qui sont là, qui travaillent depuis longtemps et vous êtes nouveau. Donc, pour entrer dans le marché, pour casser la barrière d'entrée, j'ai travaillé pour pas mal d'entreprises et même pour les ambassades gratuitement. Donc, j'ai travaillé pour 3 entreprises privées aussi gratuitement. Et après cela, à chaque fois que je rencontrais un client qui me posait des questions sur mes références, je leur parlais de ces ambassades, de ces entreprises-là. Et donc, ça passait rapidement, quoi. Jusqu'à ce que je suis arrivé à un moment où c'est les entreprises qui me cherchaient, en fait, parce qu'ils parlaient entre eux, les entrepreneurs aussi et les ambassades. Donc là, c'est en ce qui concerne la découverte d'entreprises et quelques critères, quelques qualités d'un entrepreneur. Pour la créativité, par exemple, moi, tout ce que j'avais ajouté, c'est juste le fait de proposer des sites web multilingues, des sites web en français, en arabe et en anglais. Et aussi, j'ai proposé des sites web responsifs. Les sites pour l'Algérie, c'était pas responsif, mais pour certaines ambassades et pour certaines entreprises, les sites sera un peu beaucoup plus facile à utiliser avec un téléphone. Là, c'est la chose nouvelle que j'avais ajoutée pour les sites que j'ai proposés. J'ai aussi fait pas mal de formations lorsque j'ai parti en vacances au Tchad. J'ai fait des formations pour Nasser TV, pour pas mal d'entreprises, pour Univalor, pour pas mal d'entreprises en fait, pour la Mari Group et ainsi de suite. Donc, lorsque vous voulez entrer dans le marché, essayez de vous adapter. Si vous n'avez pas les moyens, essayez de proposer des services gratuits ou bien des services en échange. Vous pouvez proposer un service et en contrepartie, vous allez aussi prendre un autre service au lieu de prendre de l'argent. En tout cas, vous allez mettre en place votre stratégie. Je vais terminer par quelques citations, mon échange, et puis je vais prendre s'il y a des questions. En fait, les gagnants trouvent des moyens. Les perdants trouvent des excuses. Là, c'est une citation de Franklin Roosevelt aussi. Il dit, les gagnants trouvent des moyens et les perdants trouvent des excuses. Si tu parles avec quelqu'un, tu lui dis, tu peux réaliser un projet, il va te dire que mais non, je n'ai pas de financement. Non, je ne peux pas avoir un financement. Non, je ne peux pas entreprendre au Tchad parce qu'il y a blabla et tout ça. En fait, ils vont toujours te trouver des excuses, quoi. Et si quelqu'un décide de trouver une excuse, il peut trouver une excuse pour n'importe quelle chose. Moi, aujourd'hui, pour cet échange-là, je peux trouver une excuse si je voulais pas venir, quoi. N'importe quelle personne peut trouver une excuse s'il ne veut pas faire quelque chose. Là, c'est automatique, quoi. Maintenant, les gagnants, et lorsqu'ils ont des objectifs, ils trouvent toujours les moyens. Et ceux qui ne gagnent pas, ce sont ceux qui cherchent beaucoup plus, qui se basent sur les excuses, quoi. Donc, si vous avez envie d'entreprendre, décidez, vous prenez une idée ou bien mettez en place des objectifs et travaillez sérieusement dans vos objectifs, vous allez aboutir, ça c'est certain. Et comme vous le savez, la citation que j'ai l'habitude de répéter, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Si vous prenez le dictionnaire, vous allez trouver les mots succès avant les mots travail. Mais dans la vie réelle, il faudra d'abord travailler avant de réussir. Voilà les 2 citations que je voulais partager avec vous. Moi, je m'appelle Mustafa Ahmed Khalid, je suis ingénieur en génie logiciel et système d'information et je prépare actuellement une thèse en intelligence artificielle à l'université Grenoble-Alpes en France. Et dans mes moments libres, je suis aussi un coach et motivateur. J'oriente les jeunes vers tout ce qui est chemin de réussite et excellence. Voilà. Donc, je vais prendre, si vous avez des questions, je vais prendre les questions. Sinon, je vais trouver d'autres choses sur lesquelles je pourrais parler ou bien on peut s'arrêter là. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous ont parlé. Dans quel sujet? Le sujet, je l'avais précisé, préparer un projet entrepreneurial en tant qu'étudiant et c'est n'importe quel projet en fait. Vous pouvez prendre n'importe quel projet entrepreneurial sur lequel vous pouvez travailler. Garage, pourquoi dans le domaine entrepreneurial on conseille d'avoir un plan d'action mais pas un plan d'affaires? Merci.
Bon, les plans d'action, pour moi, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande beaucoup plus un business plan, en fait. Un business plan, c'est un document sur lequel vous allez mettre tout ce qui est nécessaire, toutes les actions que vous allez entreprendre, et même toute la partie vente de votre projet, la manière dont vous allez commercialiser votre marché, votre produit ou bien votre service, quels sont les moyens qu'il vous faudra, quel statut juridique que vous allez mettre en place, quand est-ce que vous allez commencer votre activité. Ce n'est pas un plan d'action. Le plan d'action, pour moi, c'est juste un document qui va mentionner ou bien qui va décrire les actions que vous allez entreprendre, tout simplement. Et les business plans, c'est pas un plan d'action, en fait. C'est beaucoup plus que ça. Vous allez mentionner, par exemple, en détail votre service. D'abord, votre idée, par la suite, le service ou bien le produit que vous voulez commercialiser. Vous allez mentionner tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est indispensable ou bien nécessaire pour comprendre ce que vous voulez vendre. Vous allez par la suite parler du marché, pourquoi vous voulez proposer ce produit-là et qu'est-ce qui existe dans le marché, quels sont vos concurrents, quels sont vos concurrents directs, indirects, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, qu'est-ce qu'il vous faudra pour que vous vous lancez, qu'est-ce qu'il vous faudra par exemple en termes de matériel, de chiffre d'affaires, tout ça. Est-ce que vous voulez avoir des actionnaires ou non? Est-ce que vous allez créer une société à responsabilité limitée ou bien vous allez créer un établissement ou bien une société anonyme? En fait, tout ce qui est nécessaire pour la vie de votre société, vous allez le mentionner dans ce document-là. Et c'est ce document-là qui sera par la suite le porte-parole entre vous et les investisseurs si vous voulez par exemple un financement d'une banque ou bien de n'importe quelle institution de financement. Voilà en ce qui concerne la question de monsieur Mohamed Suleiman. Bonsoir Adam. Oui, ça existe. Salut, dans quelle wilaya? Bon, je sais pas. Vous parlez peut-être que monsieur Vincent parlait de notre sujet. Voilà. Oui, monsieur Maïdé, j'ai déjà parlé, je pense. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on pourra s'arrêter là. On a fait déjà une dizaine de minutes. Comment trouver des financements pour son projet au Tchad? Et combien de temps prendra au maximum? Bon, pour les financements au Tchad, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Je n'ai pas encore une réponse formelle pour le financement au Tchad. Mais je sais que les banques commerciales partout, par exemple, bon, je ne vais pas donner l'exemple, les banques commerciales en général, elles proposent des crédits à des chiffres. Si vous voulez par exemple 10 millions, vous allez prendre 10 millions que vous allez rembourser environ 11 ou 12 millions par la suite. Et pour qu'ils vous donnent le crédit, il vous faudra en fait une maison, un terrain qu'ils vont hypothéquer. Ceux qui font de l'économie, ils savent ça. Mais il n'y a pas une banque, à ma connaissance, qui vous finance juste en se basant sur votre business plan. Je n'ai pas encore eu cette information-là. Sinon, je sais que la banque de l'habitat, qui est une banque récemment créée il y a quelques années, moins de 5 ans je pense, qui est juste en face avec la Société Générale, et derrière, dans les bâtiments de la Synthèse, c'est une banque dont l'objectif même est de financer ce genre de projet. J'ai parlé avec une personne qui avait demandé aussi un financement de la banque de l'habitat, mais il ne l'a pas eu. Je ne sais pas si actuellement ils ont recommencé à encore financer ou non. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont eu des financements à partir de cette banque. Il y a d'autres qui disent le contraire. J'ai demandé récemment à une personne qui travaille à l'intérieur qui ne m'a pas encore fourni des informations. Pour les banques, c'est ça ce que je sais. Il y a aussi le microcrédit. Je pense que vous savez là où ça se trouve. C'est à côté du ministère du pétrole, vers Ndjari. Sinon, pas changer de lieu. Et aussi, ils fournissent des crédits pour les micro-entrepreneurs. Si vous avez une petite entreprise, vous avez une petite activité, ils peuvent vous financer. Et récemment, l'État a mis une enveloppe de 30 milliards pour financer les projets des jeunes entrepreneurs. Et là, c'est un financement, d'après l'explication du ministre de la Jeunesse, il a dit que si par exemple une personne veut lancer son entreprise et qu'il a besoin de 10 millions, en fait, lorsque vous aurez besoin de 10 millions, vous allez vous rapprocher d'une banque ou bien d'une institution de financement. L'institution va vous demander un apport personnel. L'institution va vous dire qu'ils vont prendre en charge les 70% et c'est à vous d'apporter les 30%. Mais si vous êtes pauvre comme moi, vous n'aurez pas les 3 millions, les 10 millions là. Donc, qu'est-ce que l'État a dit? L'État a mis en place 30 millions pour combler la part de l'entrepreneur. Et la banque, elle va donner sa part
la part de l'entrepreneur sera donnée par l'État et la personne, par la suite, va rembourser la part de l'État et la part de la banque. Là, ce sont les financements qui se trouvent actuellement en ce qui concerne le financement au Tchad. Il y a aussi, j'ai un ami qui a lancé un projet et qui a participé à un concours au Nigeria. Il a eu un financement à l'ordre de 1,5 million ou 3 millions. C'était un concours j'ai oublié le nom du concours, mais c'est un grand homme d'affaires nigérian qui fait des concours pour les jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux, qui postulent là-bas et puis ils partent là-bas pour défendre leur projet et ils financent quelques projets, quoi. Donc là, ce sont les financements que je connais actuellement en ce qui concerne les institutions de l'État et les concours. Il y a aussi des événements qui se passent au Tchad, tels que Tchad Talent ou d'autres événements qui se passent. Et quelquefois, ils financent quelques projets, mais je ne sais pas quels sont les critères. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Est-ce qu'ils se basent sur les dossiers? Est-ce qu'ils se basent sur d'autres éléments? Là, je ne sais pas. Il y a aussi l'apport personnel. Si vous avez travaillé, par exemple, si vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez travailler pendant 1 année ou bien 2 ans pour faire des économies et par la suite vous lancer. Il y a aussi l'apport de vos parents. Si vous voulez financer votre projet, vous pouvez vous rapprocher de vos parents qui peuvent vous aider à financer votre projet, ou bien vos amis. Ils peuvent vous financer, vos amis, ou bien ils peuvent être aussi des actionnaires. Donc là aussi, c'est des sources de financement. Sinon, pour les financements des institutions du Tchad, je suis en train de travailler actuellement sur un projet avec un ami qui s'appelle Amadali Atom pour recenser tout ce qui est institution, tout ce qui est investissement en fait possible au Tchad. Et nous allons en faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Voilà pour la question de Abdullah et Hassan. Pour le temps, je ne sais pas combien ça va prendre. Si vous demandez un financement dans une banque ou dans une institution, je ne sais pas ça va prendre combien de temps. Un développeur web est-il un entrepreneur? Ça dépend s'il travaille pour son solde. En fait, un entrepreneur, s'il travaille pour son solde, je vais continuer sur l'idée, s'il travaille pour son solde, il est un freelancer. S'il lance une structure, s'il a créé une entreprise, il peut être considéré comme un entrepreneur. Maintenant, un boutiquier, il n'est pas un entrepreneur. Un boutiquier, les boutiquiers du coin, ou bien c'est lui qui a une boulangerie, là, on ne les considère pas comme... bon, ils sont des entrepreneurs, mais ils sont beaucoup plus des commerçants en fait. Là, c'est la différence entre entrepreneurs, commerçants ou bien entre les startups et small business, ça vient toujours. Small business, c'est les petites entreprises ou bien petites structures qui vous permettent de gagner de l'argent, mais ils n'ont pas beaucoup de risques. Par exemple, si vous voulez créer une alimentation, c'est sûr que vous allez avoir chaque mois 50 000 ou bien 100 000. C'est très probable en fait d'avoir un gain de 100 000 ou bien 200 000 ou 300 000. Mais vous n'allez pas devenir millionnaire ou bien milliardaire avec une alimentation quoi, dans un délai beaucoup plus bref. Mais si vous lancez une start-up, vous pouvez lancer une start-up par exemple, vous partez au Tchad, vous lancez un site web de publicité ou bien un site web de rencontres ou n'importe quelle idée. Vous avez un risque de réussir, un risque d'échouer et aussi une possibilité de réussir. Là, c'est beaucoup plus, on parle de start-up ou bien on parle d'entrepreneur. Lorsqu'on parle d'entrepreneur, on parle beaucoup plus de risques, on parle d'opportunités, on parle de gains rapides, tout ça. Il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Mais si vous lancez juste une épicerie ou un truc comme ça, c'est beaucoup plus considéré comme une small business, un small business. Voilà pour monsieur Moussa Hassan. Mais un développeur web, il peut être influencer. En France, par exemple, tu peux être un développeur web chez toi. Tu lances une structure pour toi qu'ils appellent ici micro-entreprise et tu seras considéré comme un freelancer et tu vas payer tes impôts, tout ça, tu vas le faire tout seul, quoi. Mais dès que tu recrutes des gens, là tu vas créer une entreprise. Ça ne sera plus une micro-entreprise, mais ça sera une entreprise. Voilà pour la question de Moussa Hassan. Pour la question de Robert Didic, bonsoir à tout le monde. Pour la création d'un projet, est-il nécessaire de rédiger une charte? Si oui, à quel moment? Bon, pour la charte, je ne sais pas de quelle charte vous parlez, monsieur Robert. Si vous parlez des projets web ou des projets informatiques et autres, en général, chaque entreprise, lorsqu'elle travaille, elle a une charte graphique et elle a une identité. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est la charte même.
c'est-à-dire les couleurs qu'elle utilise, le logo, tout ça, ça fait partie de la charte de l'entreprise. Et elle a aussi un comportement à l'intérieur entre les collaborateurs et un comportement vis-à-vis des autres entreprises. Et tout ça constitue ce qu'on appelle une identité. Et si vous voulez créer une application ou n'importe quel projet, c'est à vous de choisir les couleurs, les logos. Si vous parlez de ces chartes-là, c'est à vous de le faire dès le départ, si c'est votre entreprise à vous. Mais cela ne fait pas partie des éléments indispensables pour gagner, si vous voulez gagner par exemple un financement, ça joue pas un grand rôle en fait. Ce qui joue un grand rôle, c'est beaucoup plus votre étude du marché, la description de votre produit et de votre service, votre connaissance de vos concurrents, les concurrents directs, indirects, et votre manière de pénétrer dans le marché par la suite. Ce sont beaucoup plus les points qui sont considérés pour que vous ayez un investissement. Et ils prennent aussi en compte votre manière ou bien votre aptitude de convaincre les jurys, les investisseurs. Et si vous voulez travailler par exemple dans tout ce qui est pharmacie ou bien si vous voulez créer une clinique et autres, ils vont prendre aussi en compte votre parcours. Parce que c'est des domaines qui sont réglementés. Vous ne pouvez pas créer une pharmacie si vous êtes un géologue ou bien si vous êtes un informaticien. Donc voilà, en ce qui concerne la question de Robert, j'espère que j'ai répondu à votre question. Pour sa deuxième question, comment réussir son démarrage et d'autres mots, quelle stratégie de démarrage à mettre en place pour commencer son projet? Bon, en fait, pour réussir, c'est clair, quoi. Si vous voulez réussir, il vous faudra d'abord une idée de votre projet. Il faudra étudier si votre idée est rentable ou non. Une fois que vous avez trouvé que votre idée est rentable, vous allez mettre en place votre business plan. Votre business plan vous sert à vous-même et éventuellement pour les investisseurs. Et même s'il y a d'autres actionnaires qui vont vous rejoindre par la suite, ils sauront qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'entreprise. Donc c'est à vous de préciser tout ça dans votre document de business plan. Et ce business plan, il vous permettra de vous lancer immédiatement dans le marché par la suite. Ce sont beaucoup plus les deux éléments qui sont indispensables. Maintenant, il vous faut des qualités. Il faudra que vous travaillez, une fois que vous avez lancé votre entreprise, et même durant la préparation de votre entreprise, il faudra que vous ayez un esprit de travail acharné, de travail intelligent et de travail dans la durée. En France, si vous créez une entreprise, il vous faudra entre 1 et 4 ans pour que votre entreprise soit rentable, pour que vous ayez des bénéfices. Au Tchad, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de l'information. En fait, on a un institut qui s'appelle, si vous tapez Institut statistique du Tchad, vous allez trouver leur site, mais ils n'ont pas publié la partie économique du Tchad. Ils ont parlé de la démographie et autres, mais ils n'ont pas donné les chiffres pour la création d'entreprise. Quand est-ce qu'une entreprise peut être rentable? Quels sont les nombres? Quel est le nombre des employés moyens d'une entreprise? Tout ça, tout ce qui est information d'entreprise, j'ai pas pu trouver sur leur site. Mais il faudra que vous mettez dans votre tête que vous allez travailler d'une manière assez acharnée pendant longtemps. Comme je l'ai dit en France, c'est entre 1 et 4 ans pour que vous ayez des retours sur l'investissement. Et il faudra aussi être persévérant si vous travaillez, si vous avez rencontré des difficultés. Il faudra aussi savoir qu'il y aura des gens qui vont vous décourager, mais vous allez devoir persévérer toujours. Il faudra aussi savoir qu'il vous faudra un esprit créatif. Un esprit créatif au lancement de votre projet et aussi fréquemment, à chaque fois que vous lancez un nouveau produit ou bien à chaque période, chaque 1 mois ou bien 1 année ou bien 6 mois, il faudra que vous ajoutiez des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, des nouvelles procédés dans votre entreprise, que ce soit dans l'organisation à l'interne et aussi dans les produits ou bien les services que vous allez proposer à vos clients. Donc tout ça, c'est indispensable. Voilà, j'ai répondu grosso modo à la question de monsieur Benjunga. Ah, c'est la question de monsieur Benjunga pour la réussite. Je pensais que c'était pour Robert. Voilà pour le démarrage. Mettre en place pour commencer son projet. Et pour commencer, on commence par une idée. Il faudra par la suite travailler. Monsieur Ibrahim Hassan, il dit pourquoi au Tchad, les jeunes qui veulent entreprendre ont plein de projets, mais quand ils arrivent à la phase pratique, c'est souvent l'échec. Bon, l'échec en fait partie de l'ADN des entrepreneurs. Déjà Ford, je pense qu'il a échoué. Le mec qui a fabriqué la marque de voiture Ford, il a échoué pendant des dizaines d'années.
et pendant une dizaine de fois, je pense, presque 19 fois. Donc, l'échec fait partie de l'ADN des entrepreneurs. Maintenant, au Tchad, peut-être on se décourage si on a échoué. Là, peut-être c'est là le problème. On a un environnement qui n'a pas une culture entrepreneuriale. Nos parents, nos amis, partout, nous, on nous a préparés pour travailler et par la suite avoir l'intégration. C'était pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai reçu des dizaines de questions qui me demandaient si j'ai eu mon intégration ou pas encore. Donc, même ça aussi, ça peut faire une pression quoi, sur les personnes. Donc, on n'a pas une culture entrepreneuriale. On a une culture où tu étudies, tu reviens, tu cherches une intégration, tu te reposes, c'est tout. Donc, du coup, si tu viens, tu entres dans ce cercle-là, si tu n'es pas entouré par des personnes qui sont ambitieuses, par des personnes qui ont des grandes idées, des grands rêves, tu risques de croiser les bras dès le premier échec. Donc, c'est l'un des problèmes, je pense. L'autre problème est qu'on se prépare pas aussi. En fait, tu viens entreprendre, il faut savoir qu'il te faudra du temps pour que tu aies du bénéfice. C'est pas seulement tu as envie de lancer, je sais pas, maintenant au mois de juin, qu'en juillet ou bien août tu auras de l'argent. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il faudra que tu aies ce qui est nécessaire pendant une année, 2 ans, 3 ans, avant que tu aies un retour. Et en général, nous, on n'est pas préparé à ça parce que tous nos amis rentrent des études, ils sont là pendant 4, 5 mois, ils sont des directeurs, donc nous aussi on veut aller assez rapidement. Mais si tu veux entreprendre, il faudra savoir que le travail qui va payer prendra du temps. Et c'est un travail qui est intelligent et c'est un travail qui est bien organisé avec des objectifs, avec des personnes éventuellement qui vont vous soutenir. Voilà, Monsieur Moussa, il dit que le boutiquier c'est un MPE. Monsieur Mohamed Zen Ayoub, il dit comment débuter notre entreprise et quelles sont les conséquences économiques ou autres qu'on peut avoir. Prenez l'exemple sur votre cas. Bon, moi, lorsque j'ai lancé mon entreprise, j'avais rien du tout. Moi, j'étais parti en Tunisie en tant que boursier. Moi, mes parents ne m'avaient pas envoyé, donc ils n'avaient pas les moyens de m'envoyer peut-être pour aller étudier là-bas. J'étais boursier là-bas en Tunisie. Mes dépenses moyennes par mois ne dépassaient pas les 40 000 francs CFA pendant les 3 premières années de mes études. Je dépassais pas les 40 000 francs CFA en termes de dépenses. Lorsque j'ai créé mon entreprise, ma machine, mon ordinateur même était une machine que j'utilisais depuis 3 ans. Quoi. Lorsque j'étais parti au Tchad, ma machine s'éteignait même après 1 heure du temps. Donc c'est pour vous dire que j'avais pas du tout des moyens. Et lorsque j'ai créé mon entreprise, avant de créer mon entreprise, j'ai créé le site de l'ambassade du Tchad en Algérie et en Tunisie, qui m'ont filé par la suite environ 600 euros comme récompense, comme cadeau, un truc comme ça. Et puis l'ambassadeur a aussi envoyé un courrier sur lequel j'ai parlé la fois passée. Un courrier, il a envoyé ça à Moussa Faki, l'actuel SG de l'Union africaine, pour lui dire qu'il y a un Tchadien qui nous a développé le site gratuitement, tout ça là. Et avec cet argent, je me suis acheté quelques trucs et puis j'ai lancé mon entreprise. La création de l'entreprise, l'officialisation de l'entreprise m'a coûté environ 200 000. C'était 100 quelques mille. Mais on peut arrondir à 200 000 francs CFA. Là, c'est pour officialiser l'entreprise au Tchad. Une fois que j'ai lancé mon entreprise, je n'avais rien à payer en fait. Moi, j'ai fait du développement web. Là, c'est juste les connaissances que j'avais, que j'utilisais. Et une fois que j'ai développé un site pour l'héberger, j'ai acheté un serveur juste à 20 000, je pense, 20 000 francs CFA pour une année. Donc, je peux l'héberger. Et puis, le reste, c'est beaucoup plus mes connaissances que j'ai utilisées. Donc, il n'y avait pas du tout un investissement qu'il me fallait pour créer mon entreprise. Donc, pour les barrières sur lesquelles tu parlais, le financement est l'un des problèmes qu'on peut rencontrer au Tchad. Mais si tu commences par le commencement, si tu commences d'abord par l'idée pour voir si elle est rentable ou non, et si tu fais très bien ton business plan, il y a une grande chance que tu vas réussir ton projet et que tu auras le financement. Seulement que nous, on se précipite. On se précipite parce qu'on veut réaliser notre business plan juste en 3 jours ou bien en 1 semaine. Pourtant, un business plan prend des mois. Donc, il faudra être sérieux sur le travail pour réussir son business plan et qui va vous permettre par la suite de convaincre les jurys ou bien vos amis. Moi, par exemple, maintenant, si un ami il me propose un business plan, et il me dit qu'il voulait par exemple que je sois un actionnaire avec lui, je vais lire le business plan
S'il est sérieux, je peux m'engager, mais s'il n'est pas sérieux, qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux soit mentir, je lui dirai que j'ai pas d'argent ou bien je vais pas en fait m'engager avec lui parce que même le business plan, les informations qu'il a mises dans les documents, il ne sait ni le concurrent, il n'a pas détaillé les produits qu'il veut vendre, il n'a rien du tout de concret. Je peux pas m'engager avec une telle personne, même moi personnellement. Donc les banques c'est beaucoup plus pire encore parce qu'elles ne vous connaissent pas et elles cherchent seulement à rentabiliser leur argent. Voilà le deuxième point. Le troisième point est que la société même ne va pas vous comprendre. Moi, je sortais de chez moi pendant les vacances, j'ai rentré au Tchad en fait. J'ai sorti de chez moi pour aller à l'entreprise à 6 heures du matin. Et là, parfois, une fois, mon grand frère m'a dit à cette heure-ci, il y a pas d'entreprise qui travaille en fait. Donc il faut rester chez toi, sois calme. Il pensait que je blaguais en fait. Et moi, je sortais pour aller travailler à 6 heures parce qu'à 6 heures, il n'y a pas beaucoup de monde. Et de cette façon-là, la connexion Internet était rapide. J'ai pu travailler à 8 heures, 9 heures. J'aurais déjà fait ce que la plupart des gens faisaient à 12 heures ou bien à 13 heures. Donc, la société aussi pourrait être un frein pour une personne qui veut entreprendre au Tchad. Il faudra donc jongler entre la société et vos objectifs. Je ne sais pas s'il y a d'autres points en ce qui concerne les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Voilà, j'ai parlé de mon cas. Oui, il y a des clients qui ne payent pas aussi. Il y a des clients pour lesquels j'ai réalisé des projets, mais qui ne m'ont pas payé. Et ce sont des clients, en fait, si je vous donne leur nom, vous allez les connaître. C'est des grandes personnalités ou bien des grandes entreprises. Et donc, au départ, je leur faisais confiance, je me lançais. Avant même qu'ils me donnaient la première tranche de ma facture, je m'engageais, je faisais le travail. Et par la suite, et ils ne me payaient pas. Donc ça aussi, ça fait partie des choses des échecs sur lesquels j'ai pu passer. J'ai au moins 3 ou 4 projets que j'ai réalisés, mais qui étaient juste des échecs. J'ai rien gagné en fait. Donc j'ai perdu mon temps et j'ai perdu la partie investissement, achat du nom de domaine, tout ça. Voilà pour la question de Mohamed Zen. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, je pourrais répondre ici ou bien ailleurs. Monsieur Adam Fils, il dit bonsoir, comment trouver des données, les statistiques de consommation des produits pour son plan d'affaires? Oui, pour ça, il y a l'institut dont j'ai parlé. Il y a un institut dont j'ai parlé tout à l'heure là qui pourrait vous donner des informations. Si vous êtes dans un autre pays, là c'est sûr que vous allez trouver les données, que ce soit dans ces instituts-là ou bien à la chambre de commerce. Nous avons aussi une chambre de commerce à N'Djamena au Tchad. Je ne sais pas si ça se trouve dans les autres villes ou non. Mais ce qui est sûr, et aussi il devrait y avoir des données qui pourraient vous être utiles. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher en fait de vos futurs clients. Si vous avez une clientèle beaucoup plus légère, vous pouvez faire des formulaires pour vous leur poser des questions. Vous allez faire juste un questionnaire sur lequel pour lequel ils vont vous répondre. Vous pouvez aussi vous rapprocher des personnes expertes dans le domaine. Si vous voulez entreprendre dans le génie civil par exemple, vous pouvez vous rapprocher des personnes qui ont 10 ans ou bien 20 ans. Ils peuvent avoir des informations beaucoup plus intéressantes qui pourraient vous être utiles. Monsieur Baraddin, vous voulez نهجي بكلام عرب. آسف سيد بaraddin, أنا نقول قلنا نهجي بكلام فرنسي بس لأنه ما نعرف من هنا نهجي بعربي ولا بفرنسي. جدا قلنا نهجي فرنسي بس آسف. إذا كان لديك سؤال يمكنك أن تقدمه لي بالعربية وسأحاول أن أجيب عليه إن شاء الله. Voilà, pour monsieur Baraddin, il m'a demandé de parler en arabe. Est-ce que monsieur Abdullah, il me demande, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une idée sur le processus de l'acquisition du terrain public au Tchad pour un projet? Non, je n'ai pas une idée, monsieur Abdullah, pour l'acquisition de terrain public, malheureusement. Malheureusement, je n'ai aucune idée si tu veux acquérir un terrain si c'est un terrain pour une acquisition privée, si tu veux une maison ou une autre, tu passes par la procédure normale là. Mais je ne sais pas si c'est un projet, est-ce qu'il évalue les projets ou non pour qu'il puisse t'attribuer ça ou non. Là, je n'ai absolument aucune idée, malheureusement. Je m'excuse. Monsieur Benjunga, il demande, est-ce qu'il y a des personnes formées pour concevoir des business plans, vu que c'est impératif d'en avoir? Oui. En fait, il y a même des entreprises qui peuvent vous accompagner dans ce processus-là. Il y a un ami, par exemple, très récemment, il m'a dit qu'il veut lancer une entreprise au Cameroun et il a
recruter une boîte, une entreprise qui est en train de faire le travail à sa place. Donc, ils vont lui réaliser son business plan. Maintenant, pour nous les Tchadiens, si toi tu es intéressé, Monsieur Benjonga, sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver des vidéos sur lesquelles nous avons parlé du business plan. Nous avons expliqué les différentes parties d'un business plan, qu'est-ce qu'il faudra comme élément à mettre dans votre business plan. Tu entres sur ma chaîne YouTube dans la partie playlist, ou bien même dans les vidéos, tu vas trouver, on a fait une série de 3 vidéos, de 5 minutes, et puis le total ça fait 15 minutes. Et puis on a parlé pendant 1 heure du temps, j'ai posé des questions à un Tchadien qui a fait des études dans ce domaine-là. Il a un master en administration des affaires, un deuxième master en gestion des risques financiers, et il prépare un troisième master en entrepreneuriat et innovation. Donc je l'ai invité, j'ai parlé avec lui, je lui ai posé des questions, et il y avait des internautes aussi qui lui ont posé des questions. Tu peux trouver ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube, ça pourrait t'aider. Maintenant, il y a un autre Tchadien qui prépare une thèse en Turquie. Il a fait aussi tout ce qui est comptabilité, je pense qu'il a fait la compta. Ceux qui font la gestion ou bien la comptabilité, ils ont aussi une idée concrète sur la réalisation des business plans. Lui, il avait dit une fois dans une de mes vidéos, dans un de mes lives, qu'il pouvait aider les Tchadiens qui sont âgés de moins de 30 ans et qui ont des projets qui veulent réaliser leur business plan, quoi. Il peut les aider. Mais je ne sais pas si sa proposition prend en compte juste ceux qui sont en Turquie ou bien ceux qui sont ailleurs. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez entrer en contact avec moi après et puis je vous mettrai en contact s'il pourrait vous être utile ou non. Donc il a dit qu'il peut accompagner les Tchadiens qui ont des projets et qui ont des lacunes et ça sera gratuit. C'est ce qu'il nous a dit. Et ça sera gratuitement. Il peut aider les Tchadiens en tout cas dans la réalisation de leur business plan. Et vous pouvez commencer, comme je l'ai dit, par les vidéos qu'on a mis sur ma chaîne YouTube. Voilà, Monsieur Lemi Al-Sharawi, il dit comment transformer une idée en une logiciel fonctionnel, s'il vous plaît, parce que moi je voudrais être entrepreneur sur le développement. D'accord, Monsieur Lemi, je pense que tu fais du génie logiciel ou bien de l'informatique d'une manière générale. Dès que tu as une idée, en fait, là tu as deux parties. Il y a la partie réalisation ou bien développement d'un logiciel et la partie création d'une entreprise. La partie création de ton logiciel fait partie de ton business plan. Tu vas la décrire dans des documents. Et dans les documents, lorsque tu vas la décrire, tu vas mentionner les différentes étapes que tu vas entreprendre lorsque tu vas atteindre l'étape de création de ton logiciel. Je vais m'expliquer. Une fois que tu as une idée, par exemple, de créer une application une application de football tchadien, par exemple, Balchari en Tchad. Une application comme ça où tout le monde peut filmer et puis mettre la vidéo sur l'application. Supposons qu'on veut créer cette application-là. La première des choses à faire, c'est d'étudier si cette idée est rentable ou non. Est-ce qu'elle pourra te rapporter de l'argent? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'utilisateurs qui vont l'utiliser ou non? S'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont l'utiliser, est-ce que le fait de regarder les vidéos, c'est ça qui va te rapporter de l'argent? Est-ce que tu vas mettre de la publicité? Est-ce que les vidéos seront payantes? Est-ce que le fait de mettre une vidéo sera payant? Tu vas étudier en fait la rentabilité de ton projet. Par la suite, tu vas décrire si c'est OK, si c'est rentable, tu vas décrire maintenant le projet. Quelles sont les différentes rubriques dans ton application? Tu vas décrire de A à Z ton application. Une fois que tu as décrit ça, tu vas étudier quels sont les concurrents qui se trouvent au Tchad. Les concurrents directs et les concurrents indirects. Les concurrents directs, est-ce qu'il y a des applications qui font ce genre de choses ou non? Les concurrents indirects peuvent être les médias, par exemple, peut-être Facebook ou bien les réseaux sociaux en général. Parce que sur ces outils-là, on peut aussi filmer et mettre des vidéos. Ce sont aussi tes concurrents indirects. Et par la suite, tu vas chercher est-ce que tu auras besoin des actionnaires ou non. En fait, tu vas étudier ton projet de A à Z, quoi. Sur la partie, lorsque tu as décrit ton application, quelles sont les étapes à faire? Une fois que tu as rédigé ton document, tu as eu ton financement, ou bien si tu n'as pas besoin de financement, tu veux créer ton logiciel maintenant. Là, tu vas d'abord parler avec les personnes qui vont utiliser l'application par la suite. Si toi, tu es un développeur, tu vas parler beaucoup plus avec eux parce qu'ils vont te donner une idée concrète sur la manière dont ils conçoivent l'application. Tu vas recenser tous les besoins qui te seront nécessaires dans ton application, les besoins pour lesquels tu vas répondre. Une fois que tu as recensé ça, tu vas concevoir ça, tu vas faire une conception. Si tu fais du logiciel, je pense que tu sais ce que c'est. La partie conception, c'est juste le fait de transformer le besoin que tu as recensé des utilisateurs finaux
vers une manière qui sera beaucoup plus compréhensible par les informaticiens. C'est beaucoup plus proche des mathématiques, mais on dit que c'est semi-formel. C'est pas des maths et c'est pas le langage humain. C'est avec des triangles, des rectangles, et ainsi de suite. Une fois que tu as fait ça, tu as fait la conception, par la suite tu passes au développement. Tu développes ton application, tu as fait le code, tu fais des tests par la suite, si l'application est bonne ou non. Tu vas inviter 10 personnes ou bien 100 personnes qui vont tester l'application. Si c'est OK, tu vas valider l'application, tu vas la mettre pour plusieurs personnes qui vont utiliser l'application et par la suite tu passes à la maintenance. Et ton projet est déjà abouti. Voilà grosso modo les différentes étapes qu'il te faudra. Je n'ai pas détaillé certaines étapes. La partie vérification, je n'ai pas vérifié. La partie analyse, je n'ai pas détaillé. Mais grosso modo, ce sont les étapes qu'il te faudra pour créer ton application. J'espère que cela pourrait être utile. Monsieur Benjunga, si oui, est-ce que notre projet est protégé? Je ne sais pas. Vous parlez de quelle question? Oui, lorsqu'il t'aide, oui, ton idée est protégée en fait, Benjunga. Si tu demandes à un ami ou bien à une entreprise, bon, à un ami c'est pas évident, mais à une entreprise, si c'est une entreprise qui te fait le travail et par la suite elle vend ton idée ou bien elle vend ton projet, par la suite tu pourras la poursuivre sans problème. Donc ton idée est protégée pour ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une idée novatrice, avant même que tu la proposes à l'entreprise, tu vas signer une convention avec elle et tu vas enregistrer ton idée, tout ça, tu vas le faire quoi. Mais les entreprises qui vont t'aider dans ce domaine, elles sont tenues de garder la confidentialité. Voilà pour Monsieur Benjunga. Monsieur Saleh Anour, combien coûte au minimum un site internet au Tchad? Bon, Monsieur Saleh Anour Abdou, pour le site web, ça dépend en fait. Si tu veux le prix exact, le prix normal, disons, d'un site web, par exemple, si on prend un journal, le journal Le Progrès ou bien Djamena Hebdo ou n'importe quel journal d'actualité, pour créer un site web comme ça, il te faut entre 400 et 900 000. Un site simple, hein. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont mettre de l'actualité qui sera regroupée sous forme de catégories et autres. Et il y aura un ou deux ou trois journalistes qui vont faire la mise à jour. Mais si tu veux un site, par exemple, comme celui de France 24 ou bien un site comme celui de CNN et autres, là, il te faut des millions, c'est sûr. Donc, ça dépend du site. Si tu prends les sites des entreprises, pour une entreprise, je sais pas, d'import-export ou un truc comme ça, c'est juste un site, on parle des sites vitrines. Un site web qui va présenter juste l'actualité de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a réalisé, ses fournisseurs, sa clientèle, ses objectifs, les mots du PDG, les contacts et autres. Là, 400, c'est largement suffisant. 400 000, 500 000, 600 000, c'est largement suffisant pour avoir un tel site, quoi. Mais malheureusement, pour l'État, c'est autre chose. Pour l'État, ça peut aller à une dizaine de millions, une vingtaine. Il y a des sites même qui sont développés à des dizaines de millions. Des sites qui peuvent coûter juste 400 000 ou bien 500 000. Mais là, c'est autre chose. Je pense que vous savez comment ça se passe là-bas. Il y a même des sakhans qui sont vendus comme je ne sais pas, il y a des polémiques qui se passent partout. Donc c'est partout, même dans les développements web aussi, ça se fait. Mais si c'est pour une entreprise privée, voilà le prix que je viens de te donner. J'avais proposé un projet pour une institution étatique lorsque j'étais étudiant. C'était entre 400 et 900 000, je ne me souviens pas du prix. Et là, le chef de division informatique, il m'a dit que moi, je n'avais pas compris en fait. Moi, j'ai essayé de le convaincre que j'avais bien étudié et que cet argent me suffisait pour combler mes dépenses et puis le reste, c'est pour mes bénéfices. Mais lui, il insistait que ça ne va pas te suffire, quoi. Lorsque j'étais rentré, j'ai discuté avec certains de mes amis. Ils m'ont dit qu'en fait, ils voulaient que tu augmentes la facture et par la suite, tu rentres le voir avec une petite enveloppe, quoi. Donc, j'avais abandonné le projet parce que ça n'entre pas avec mes principes. Voilà pour te donner une idée sur les prix des sites web. J'espère que ça va être utile. Mais si c'est des sites avancés avec beaucoup d'interactivité, avec de la publicité qui va être dynamique, par exemple, tu peux mettre de la publicité. Moi, je suis à Ati et Abdoulaye, il est à Mondou, par exemple, ou bien il est à Faya, ou bien il est à Béché. Lorsqu'on consulte le même site au même moment, on peut avoir des données différentes.
que ce soit des publicités ou bien du contenu et autres, là, ça va demander de l'argent. À chaque fois que tu ajoutes des fonctionnalités, ça va demander beaucoup d'argent. Je vais être un peu bref parce qu'on a déjà dépassé 1 heure. Votre compte à vous-même d'abord. J'ai pas compris, monsieur Vincent. Je pense que vous parlez d'une question à laquelle j'ai répondu, c'est sûr. Votre contact à vous d'abord, si vous pouvez nous donner. Oui, monsieur Vincent, il suffit seulement de taper Coach Master sur Google et vous allez trouver. Vous tapez Coach Master partout, sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe où, Coach Master. Ou bien vous le tapez collé, Coach Master. Vous le tapez partout, vous allez me trouver sur YouTube, sur Twitter, sur Google, n'importe où, vous allez me trouver Coach Master et vous allez trouver mes contacts sans problème. Monsieur Saleh, j'ai répondu à la question. Pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer sur le terrain au Tchad, par exemple sur le plan administratif, études de marché, logistique? Bon, pour le plan administratif, il n'y a pas de difficulté parce qu'il y a un guichet unique. Si vous voulez créer votre entreprise, vous allez juste partir chez le notaire pour attester de votre siège et vous allez déposer dans un guichet unique et ça va passer rapidement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'étude de marché, vous pouvez vous rapprocher de la Chambre de commerce et de l'Institut des statistiques du Tchad qui pourrait vous donner aussi des données. Et le reste, vous allez vous-même le faire, quoi. La logistique, le transport, vous savez qu'on a des problèmes de transport, c'est évident. Vous allez devoir vous adapter. C'est sûr que vous allez trouver des difficultés si vous voulez travailler surtout dans toute l'étendue du territoire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte à n'importe quel environnement, en fait. Vous avez une idée, vous allez étudier votre idée et vous allez devoir vous adapter dans l'environnement sur lequel vous allez entreprendre. Voilà, grosso modo, la disponibilité de main-d'œuvre. Oui, sur certains secteurs, il y a un manque de main-d'œuvre. Si vous voulez, par exemple, entreprendre dans la sécurité informatique, c'est pas évident que vous allez trouver directement une main-d'œuvre qualifiée. Mais si vous êtes un entrepreneur, ça fait partie des challenges, en fait. Soit vous allez former des gens, soit vous allez emmener des gens de l'extérieur. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc, il ne faut pas vous mettre des barrières dès le début, il ne faut pas vous mettre des difficultés ou bien des excuses. Pardon, essayez de vous lancer et sachez que la persévérance et les difficultés font partie intégrante de l'entrepreneur, de la vie d'un entrepreneur. Donc, ne parlez même pas de difficultés, mais lancez-vous si vous voulez entreprendre. Plutôt cherchez quelles sont les qualités de l'entrepreneur et vous allez tomber bien évidemment sur l'une des qualités de l'entrepreneur, c'est la persévérance. Et une fois que vous avez développé cette faculté-là, le reste, ça va passer assez rapidement. Saleh, merci à vous. Monsieur Sharawi, j'ai beaucoup d'idées à transformer en un logiciel fonctionnel. J'ai répondu à la question. Peut-on améliorer un business plan avant sans... je n'ai pas répondu à la question apparemment. À transformer en un logiciel fonctionnel et entreprendre dans ce domaine. Mais parfois, je ne me donne pas confiance en soi-même. Quel conseil me donnerez-vous? Bon, la confiance en soi, ça se gagne, ça s'acquiert. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de la confiance en soi. Donc, vous pouvez regarder ces vidéos-là. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas réussir votre vie. Même si vous voulez vous marier, tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas vous marier d'une manière efficace. Donc, la confiance en soi est indispensable dans votre vie tout entière, quoi. Donc, il faudra la développer et c'est quelque chose qu'on peut développer. On peut développer la confiance en soi en cherchant à se connaître soi-même, en réalisant des petits projets, en cherchant des retours d'autrui, en s'impliquant dans la vie associative, en réalisant des projets avec des amis. En tout cas, vous pouvez développer votre confiance en vous assez rapidement. J'ai mis des pistes qui pourraient être utiles pour une personne qui veut développer sa confiance en soi, que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais être assez bref parce qu'on a déjà dépassé le temps. Monsieur Abbas, peut-on élaborer un business plan avant d'avoir fait l'étude de marché? Bon, l'étude de marché, en général, on fait l'étude avant même de faire le business plan. Mais une fois que vous avez trouvé que votre idée est rentable, vous pouvez commencer les deux en parallèle, c'est pas assez grave.
Mais en général, on vérifie d'abord si l'idée est rentable ou non. On fait l'étude des marchés et après cela, on fait notre business plan. Voilà. Mais si vous êtes convaincu de votre idée, rien ne vous empêche de le faire en parallèle, surtout si vous étudiez encore. Ça, c'est une réponse assez brève à Monsieur Abbas Drey. Si tu as besoin de plus de détails, on peut échanger sur ma chaîne ou via mes contacts en tout cas. Monsieur Sharawi, est-ce que c'est possible d'intégrer dans un site un compte PayPal ici en Afrique? Bon, PayPal, je ne sais pas si on peut l'intégrer ou non. Franchement, je n'ai aucune idée. Mais je sais qu'en Tunisie, par exemple, on peut intégrer des paiements qu'ils ont mis en place en Tunisie même. Chaque pays est en train de mettre en place des services de paiement. Moi, j'avais proposé au Tchad pour qu'ils mettent en place un système de paiement en ligne. Mais je pense que ce n'est pas encore pris en compte, donc ça va prendre encore du temps. Peut-être que les décideurs qui sont là ou bien qui vont venir avec le temps, ils vont penser à ça et mettre en place une plateforme de paiement en ligne. Mais je ne sais pas si PayPal est fonctionnel en Afrique ou non, mais ce qui est sûr en Afrique du Sud, ça va probablement marcher. Au Ghana aussi, je pense que ça va marcher. En tout cas, dans certains pays, ça va marcher, c'est sûr. Voilà, grosso modo, pour M. Sharawi. Merci bien à vous tous. Je m'excuse, j'ai pris 7 minutes de plus pour l'échange. Ça peut-être duré, ça peut-être dû ennuyer certaines personnes. En tout cas, je m'excuse pour le temps que j'ai dû encore prendre plus. Merci bien à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'association ou bien à l'Union des étudiants et stagiaires tchadiens en Algérie d'avoir organisé cet échange. J'espère que cet échange vous a été utile et j'espère vous revoir une autre fois, Inch'Allah, que ce soit via cette page ou bien via les autres outils de l'Union. En tout cas, je suis parmi vous, considérez-moi comme je suis à Alger ou bien à Blida ou bien dans n'importe quelle autre ville de l'Algérie. Et on se verra, Inch'Allah, une autre fois. Merci bien et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire, que ce soit via ma page Facebook, Coach Masta, ou bien via Instagram aussi, c'est toujours Coach Masta. En tout cas, partout, je suis Coach Masta, vous allez me trouver. Et si vous ne me trouvez pas sur les réseaux sociaux, tapez Coach Masta sur Google, vous allez me trouver. Donc, Coach Masta, je l'ai écrit avant quelques instants, vous allez le trouver dans les commentaires. Voilà, merci bien à vous tous et on se verra, Inch'Allah, une autre fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.